Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. C'est une alliance qui inquiète l'Occident. Mercredi 19 juin, Vladimir Poutine et Kim Jong-un ont signé un accord de défense mutuelle. Pyongyang va fournir des armes et des bras à la Russie, en échange de quoi Moscou fournira nourriture, technologie et soutien diplomatique sur la scène internationale. Ajoutons que les deux pays s'engagent dans un partenariat global qui prévoit, entre autres, une assistance mutuelle en cas d'agression contre une partie au traité. De plus en plus isolé sur la scène internationale, le président russe, qui souhaite limiter sa dépendance à une Chine qui ne le soutient sans doute pas autant qu'il le voudrait, se tourne donc vers un État paria, la Corée du Nord, en adoptant encore et toujours cette rhétorique anti-occidentale, s'instituant en résistant face à l'impérialisme américain 24 ans après sa visite au père de Kim Jong-un, Kim Jong-il. Alors Jean-Marie, Alain, on n'est pas vraiment surpris de cet accord, la Russie et la Corée du Nord coopèrent, et il a déjà été fait mention d'un soutien militaire, toutefois non officiel, de la seconde à la première, de la Corée du Nord à la Russie, donc dans le cadre de la guerre en Ukraine. On va parler des relations entre les deux pays, mais avant Alain, est-ce que vous pourriez nous dire ce que contient cet accord signé ce 19 juin ? Cela s'appelle un partenariat stratégique donc entre la Russie et la Corée du Nord. Et cet accord contient, si vous voulez, une sorte de légalisation internationale, de légitimation internationale d'une puissance nucléaire clandestine qui est sortie du traité de non-prolifération. Donc c'est une puissance nucléaire illégale comme l'Inde, comme le Pakistan, comme Israël. Et Poutine la légitime et la légalise au sens du droit international. C'est-à-dire que Poutine réclame que les sanctions décidées par les Nations Unies, notamment par le Conseil de sécurité des Nations Unies, avec la voix de la Russie, puis de la Chine, soient levées. Et c'est donc une façon de sortir la Corée du Nord de son statut de paria international. Et Poutine ensuite a présenté cet accord comme une réponse à la décision prise par les États-Unis et par les Européens d'autoriser les Ukrainiens à faire usage d'armes occidentales pour tirer sur des bases russes qui se trouvent juste de l'autre côté de la frontière avec l'Ukraine et à partir desquelles l'Ukraine est bombardée, et notamment la ville de Kharkiv dans le nord. Alors, peu importe pour les Russes que l'autorisation donnée par les Occidentaux est extrêmement contrainte et limitée, peu importe qu'elle apparaît à tous les observateurs militaires comme relevant d'une logique la plus élémentaire, Poutine, lui, a dit « Ma réplique, c'est d'aller en Corée du Nord et de faire ce cadeau à la Corée du Nord, à cette dictature, sans doute une des dictatures les pires existant sur la Terre aujourd'hui, en la sortant de son statut de paria. » Comme de l'autre côté, s'il y avait un autre pays nucléaire qui avait un statut de paria, mais qui a été sous sanction des Nations Unies, c'était l'Iran. Et là-dessus, l'Iran aussi avait un statut bien moins marginalisé. L'Iran était moins marginalisé que n'était la Corée du Nord, mais par décision de la Chine et de la Russie notamment, qui ont multiplié les partenariats avec l'Iran, on a aussi sorti l'Iran, qui ne respecte pas, elle, les clauses du traité de non-prolifération que ce pays a signé, que l'Iran a signé. On a aussi sorti l'Iran de sa marginalisation. Tout ça fait partie, comme vous le disiez, tout ça fait partie de la constitution d'un front de lutte, Poutine dit, contre l'hégémonie occidentale dans le communiqué. Avant d'aller plus loin dans cet accord, Alain, est-ce qu'on peut quand même imaginer que la Russie ait suffisamment d'espace sur le plan international pour pouvoir imposer la Corée du Nord sur cette scène, dans le sens où, au lieu de tirer la Corée du Nord, est-ce qu'il risque pas de se cornériser, au contraire, dans un accord avec un pays paria? Est-ce qu'il risque pas de se pariariser encore plus, pour, si vous me permettez ce néologisme? Je ne suis pas sûr, parce que je crois que l'erreur d'analyse à faire, me semble-t-il, serait de dire « Poutine est aux abois ». Alors c'est vrai, il a besoin de munitions, c'est vrai, il a besoin de composants de missiles, c'est vrai, il a besoin d'obus de 155 mm, et c'est vrai, l'industrie russe d'armement est en voie de remobilisation, mais ça prend du temps, et pour le moment, dans la bataille d'artillerie en cours entre la Russie et l'Ukraine, Moscou a besoin de munitions. Moscou a besoin de munitions, sans doute, cela préfigure une offensive russe dans le Donbass, une offensive russe pendant l'été ou d'ici à la fin de l'été, disent les observateurs militaires. Mais il ne faudrait pas interpréter, je pense, ce voyage à Pyongyang du président russe comme une sorte d'acte de désespoir et que, voilà, bien Poutine en est là
à cultiver la Corée du Nord, de même qu'il est aussi demandeur de munitions auprès de la République islamique d'Iran. Je ne crois pas. Poutine a réussi une performance diplomatique exceptionnelle, enfin ce sont surtout les diplomates russes, qui est que Poutine n'est pas un paria sur la scène internationale. Il est reçu, il est membre des BRICS, du sommet des BRICS, il est membre du groupe de Shanghai, il a une bonne relation avec l'Inde, il a une bonne relation avec le Brésil, il a une bonne relation naturellement avec la Chine, il a une bonne relation avec le monde arabe. Donc, en dépit de son agression et de sa violation flagrante de tous les traités internationaux et du droit international que représente son agression contre l'Ukraine et la guerre qu'il mène contre l'Ukraine, en dépit de tout cela, je ne crois pas qu'on puisse dire que Poutine est isolé sur la scène internationale. Il faudra un jour se demander pourquoi. C'est une autre question. S'agissant des armes, il faut y ajouter aussi la Chine, parce que la Chine aide beaucoup l'armement de la Russie à travers un certain nombre d'éléments que la Russie n'a pas et qui sont essentiels dans la composition des munitions. Donc il faut intégrer cela aussi. Et par rapport à ce que disait Alain, il y a donc un front qui est constitué aujourd'hui, Russie, Chine et Corée du Nord. Je veux dire, on peut pas faire illustration plus claire de ce qui se passe. Pour celles et ceux qui continuent à considérer que, ma foi, la Russie, il faut quand même dealer avec elle, il faut quand même l'intégrer dans un partenariat, etc. Je veux dire, là, c'est une déclaration frontale, et c'est d'ailleurs repris dans les textes de Xi Jinping aussi. Il y a exactement cette même description idéologique de l'affrontement qui est nécessaire contre l'Occident. Et on va chercher celui qui incarne on ne peut mieux l'hostilité à l'Occident, l'hostilité à la règle internationale, le mépris vis-à-vis d'ailleurs des populations, puisque ce qu'ils demandent à la Russie, c'est de la nourriture aussi, donc c'est quand même assez hallucinant. Donc la règle du jeu, si j'ose dire, en matière internationale est clarifiée pour le coup. On sait vraiment à qui on a affaire, donc et il faut évidemment y ajouter l'Iran. Donc avis à celles et ceux qui, dans quelques jours, une fois le scrutin passé en France, voudront rééquilibrer, entre guillemets, la politique française en se tournant de nouveau vers la Russie, parce que c'est, je pense, ce qui nous attend. Mais est-ce que ce bloc que vous avez cité, Chine, Corée du Nord et Russie, est aussi homogène que ça? Comment la Chine voit ce rapprochement entre Corée du Nord et Russie? J'ai vu certains articles, certains éditoriaux qui disaient que la Chine voyait pas ça d'un très bon œil. Surtout, la Chine avance tranquillement vers la vassalisation de la Russie, puisque plus le temps passe et plus la guerre se prolonge d'ailleurs, et plus la Russie a besoin de la Chine. Et donc, plus la Chine aura la main sur le destin de la Russie, avec comme contrepartie le fait qu'elle continuera de s'approvisionner en hydrocarbures, gaz et hydrocarbures russes à prix cassé probablement, puisque c'est un peu ça le deal de départ entre la Chine et la Russie. Donc, je vois là, la Chine, je pense, attend tranquillement que la Russie continue de s'affaiblir pour étendre sa domination progressivement. Et je pense que les choses pourront se gâter, si j'ose dire, entre la Chine et la Russie, quand il sera évident que des populations chinoises s'implantent de plus en plus dans l'extrême est de la Russie, où là il y a déjà des frontières qui sont poreuses et qui font que des régions entières progressivement pourront être. Alors pour le coup, la Russie pourra parler d'un grand remplacement dans ces régions, parce que c'est probablement ce qui se profile, d'autant que la démographie russe continue de s'affaiblir et que donc pour maintenir un certain niveau de production, un certain niveau de richesse, etc., il faudra que la Russie importe de la main-d'œuvre de plus en plus. C'est juste, il ne faut pas imaginer qu'il y a un bloc monolithique sans faille. J'ai cité les bonnes relations, par exemple, que la Russie a avec l'Inde. Ça n'empêche pas l'Inde d'avoir son indépendance totale et de voter contre l'annexion qui a été faite en septembre 2022, contre l'annexion du Donbass par la Russie. J'ai cité le Brésil. Ça n'empêche pas non plus le Brésil de Lula d'avoir voté contre l'annexion du Donbass par la Russie. Et c'est vrai, et ce que dit Jean-Marie, les Russes ont peur de la colonisation de l'extrême-orient russe par les Chinois. Colonisation qui est déjà faite. Les Chinois achètent des terres, installent des commerces, installent des énormes centres commerciaux. Les marchands de distribution de voitures chinoises se sont emparés du marché russe. Donc, tout ça est vrai. Mais ponctuellement, il y a quand même un front qui se dessine et qui se bataille dans les organisations internationales. Alors oui, c'est juste, il y a des failles. Ce n'est pas un front monolithique.
Justement, cette association Corée du Nord et Russie, c'est à la fois l'officialisation de pratiques qui étaient jusque-là occultes, c'est-à-dire on accuse la Corée du Nord de fournir des armes pour la Russie, pour la guerre contre l'Ukraine. Il y a des relations diplomatiques qui existent depuis quelques années. Comme je l'ai dit en introduction, Vladimir Poutine avait rencontré Kim Jong-un en 2000. Pourtant, vous l'avez rappelé, la Russie a aussi voté des sanctions contre la Corée du Nord au Conseil de sécurité à l'ONU. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit historique, nous rappeler un petit peu quels sont les liens entre ces deux pays ? Les liens remontent à la guerre. Les liens, qu'est-ce qui se passe au lendemain de la guerre lorsque le Japon est vaincu en 1945 et le Japon doit évacuer toutes ses possessions, non seulement les possessions qu'il avait en Chine, le Japon impérial, j'entends, mais aussi en Indochine, au Vietnam, au Cambodge, au Laos, dans les possessions françaises d'Indochine. Et ensuite, il y a eu, le Japon occupait la péninsule coréenne, les deux parties de la péninsule coréenne, le sud et le nord. Donc voilà ce qui se passe dans ces années-là. Et on se retrouve avec, au lendemain de la guerre et de la défaite du Japon, après les deux bombes atomiques américaines sur le Japon, on se retrouve avec une péninsule coréenne qui est divisée en deux. Les 2 tiers pour le sud et 1 tiers pour le nord. Dans le nord, ce sont les forces soviétiques qui sont là, et dans le sud, ce sont les forces américaines de la guerre du Pacifique. Et donc, le pays est de facto coupé en deux. Là-dessus s'installe la guerre froide, l'hostilité, la confrontation entre l'Union soviétique et les États-Unis, et c'est notamment le cas dans cette péninsule coréenne. Alors à ce moment-là, appuyé par la Chine de Mao Tse-tung, qui a pris le pouvoir en 1947, qui a triomphé de la guerre civile chinoise entre les nationalistes et les communistes, eh bien le régime, l'ancêtre, l'arrière-grand-père du président Kim Jong-il, se met en tête de reconquérir l'ensemble de la péninsule et de chasser les troupes américaines du Sud. Dans cette aventure, il est appuyé par l'Union soviétique, mais qui n'a pas tellement envie d'y aller, mais qui y va quand même. Mais il est massivement appuyé par Mao Tse-tung, qui dépêche 1 million d'hommes, 1 million de soldats chinois, pour aller avec les forces nord-coréennes, pour aller à l'assaut du Sud. Et c'est la guerre de Corée. L'offensive va réussir, puis il y aura une contre-offensive américaine avec d'autres forces occidentales, notamment un bataillon français, mais aussi des Britanniques et des Australiens. Et on en reviendra à la ligne de démarcation de la fin de la guerre, en 1954, entre 53 et 54, on en reviendra à la ligne de démarcation qu'il y avait au moment de la défaite du Japon et du départ des troupes japonaises. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais voilà ce qui s'est passé. Depuis, il y a un certain nombre de pays qui ont reconnu la Corée du Nord diplomatiquement. Ce n'est pas le cas de la France, d'ailleurs, mais certains occidentaux l'ont fait. Et la plupart des pays ont, en revanche, développé des relations avec la Corée du Sud, y compris d'ailleurs la Russie et y compris aussi la Chine. La Corée du Nord qui a furieusement cherché toujours de la reconnaissance. Par exemple, au moment de la campagne présidentielle de 1981, donc le passage de Mitterrand à Giscard, François Mitterrand avait fait l'objet d'une offensive en règle des Nord-Coréens pour essayer d'obtenir que, une fois élu, s'il était élu, François Mitterrand reconnaisse la Corée du Nord. Il l'avait plus ou moins évoqué, plus ou moins promis. Il n'en fera rien d'ailleurs, même si à un moment il y avait eu un rapprochement entre François Mitterrand et les Coréens du Nord, lesquels ont été soupçonnés d'avoir un petit peu contribué à la campagne de François Mitterrand. Toujours est-il qu'une fois à l'Élysée, il est revenu à la case, traditionnelle de la France, qui était clairement du côté occidental et non pas du côté de quelqu'un, d'un régime qui non seulement est célèbre pour les famines qui parsèment l'histoire récente de la Corée du Nord, mais qui est aussi engagée dans une course aux armements dont on se demandait où elle allait s'arrêter et dans quel but elle était poursuivie, parce que chaque année ou chaque mois presque, on avait l'information qu'un nouveau missile avait été testé, que ce missile allait de plus en plus loin, que désormais il y a peut-être des missiles qui vont jusqu'aux côtes américaines. Et est-ce que ces missiles peuvent être chargés de bombes nucléaires? Oui. Donc quel est l'objet final de cette politique de réarmement constante qui n'est désavouée que par le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis, l'Union européenne, etc., mais qui n'est pas désavouée par la Chine?
et qui désormais ne le sera plus par la Russie, puisque la Russie fait de la Corée du Nord un allié militaire. C'est cela qu'il faut intégrer, je veux dire, et on ne sait pas, ou plutôt on a plutôt la certitude que le dirigeant nord-coréen peut être capable d'une aventure aussi hasardeuse que celle de Poutine en Ukraine. Alors vous dites que ce n'est pas dénoncé par la Chine, mais pourtant on a quand même l'impression, à chaque fois qu'il y a un débordement de Kim Jong-il, que la Chine fait effet de modérateur, comme elle a pu faire effet de modérateur aussi auprès de la Russie après l'Ukraine. Est-ce que, Alain, la Chine quand même n'essayait pas de maintenir un peu le calme, parce que pour elle, ce qui est important, c'est la stabilité? Absolument, c'est exactement la politique que conduit la Chine du temps, avant même Xi Jinping, du temps de Hu Jintao et de Jiang Zemin, c'est exactement la politique. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas que la Corée du Nord s'effondre. Et donc, elle soutient, notamment en aide alimentaire, mais en aide économique, elle soutient à bout de bras l'économie de la Corée du Nord. Elle ne veut pas non plus d'un processus de réunification, parce que s'il y a un processus de réunification, il aura lieu sous l'égide de la Corée du Sud, parce que la Corée du Sud est plus nombreuse, parce que la Corée du Sud est 100 ou 1000 fois plus puissante que la Corée du Nord, au moins sur le plan de l'économie, peut-être pas sur le plan militaire, et que donc, si vous voulez, s'il y a une réunification, elle sera dominée par la Corée du Sud. Or, la Corée du Sud a, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, justement, dont on parlait tout à l'heure, un accord de défense avec des troupes américaines. Il y a des troupes américaines, je crois très exactement 30 000, basées en Corée du Sud, ce qui ferait pour la Chine qu'il y aurait des troupes américaines aux frontières de la Chine. Donc autant garder ce régime, aussi fou et incontrôlable soit-il qu'est la Corée du Nord, à nos portes, plutôt que d'avoir les forces américaines frontalières de la Chine. Voilà un peu quelle est la politique d'équilibre que vous évoquiez de Pékin à l'égard de la Corée du Nord, à l'égard du régime de Pyongyang. Et à propos de la Russie, il y a le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui a déclaré dans une interview à la BBC que, je cite, la Chine subirait les conséquences de son soutien à la guerre menée par la Russie en Ukraine si elle ne changeait pas d'attitude. Est-ce que ces propos du secrétaire général de l'OTAN sont de nature à pouvoir influencer Pékin d'une manière que ce soit, Jean-Marie, selon vous? Non, je ne pense pas. Je pense que Pékin mène sa barque avec le sens, comme toujours en Chine, du temps, mais faisant du temps un allié. Je veux dire, les objectifs de la Chine sont poursuivis patiemment sur une longue période. Quels que soient d'ailleurs les hommes aux commandes, aux manettes en Chine, il y a un certain nombre d'objectifs qui sont poursuivis de façon très régulière, et voilà. Et donc ça ne changera pas. Je pense pas que ce soit en plus une déclaration d'un secrétaire général qui est partant, qui va être remplacé prochainement par l'ancien Premier ministre des Pays-Bas, qui va prendre la succession de Stoltenberg à la tête de l'OTAN. Puis par ailleurs, le calendrier de l'OTAN va être dicté plutôt par l'élection américaine que par, pour le moment, que par les inquiétudes sur la Chine. Et c'est dans ce contexte-là que la France va renouveler son Parlement entre le 30 juin et le 7 juillet. La semaine dernière, on parlait des conséquences de cette dissolution sur la politique étrangère de Paris. Une semaine plus tard, on en sait un peu plus sur les positions des uns et des autres. Alors, on ne sait pas encore qui sera au gouvernement au lendemain du 7 juillet, mais il semble quand même, Jean-Marie, que quoi qu'il se passe, c'est une France affaiblie qui devra donner de la voix dans le concert des nations. Oui, alors c'est pas le Parlement qui va être renouvelé, c'est l'Assemblée nationale. Oui, l'Assemblée. Le Parlement étant composé de deux chambres. Ce que l'on sait du Rassemblement national, qui est pour le coup aux portes du pouvoir, mais réellement aux portes du pouvoir. Ce que l'on sait de leur attitude, c'est quand même une attitude de complaisance permanente vis-à-vis de la Russie, habillée par un souverainisme qui est en fait de façade, parce que dit souverainisme conduit à faire la cour à Vladimir Poutine. Donc, est-ce que cela va rester, va perdurer? Est-ce que cela d'abord, ça va se heurter au président de la République? Et donc, le premier problème qui sera posé sera un problème de cohabitation, de délimitation de la cohabitation. Est-ce que le président de la République reste en maîtrise de la politique extérieure et de défense de la France, comme ça a été le cas lors des précédentes cohabitations? Est-ce que cela sera remis en cause? On ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a de sérieuses divergences. Il y a de sérieuses divergences parce que, d'ores et déjà, Jordan Bardella, qui est candidat au poste de Premier ministre, si le Rassemblement national obtient la majorité absolue, a dit que, oui, on pouvait livrer des armes à l'Ukraine, mais pas d'armes qui puissent franchir la frontière et donc tomber du côté de la Russie. Donc oui, on peut fournir des armes à l'Ukraine, mais à condition qu'elles ne s'en servent pas d'une certaine façon, ou en tout cas des armes les plus sophistiquées, on les prierait de ne pas les utiliser. Donc ça, c'est une différence majeure et qui, alors pour le coup,
signifierait un changement fort de la diplomatie française. Mais ça, je ne sais pas si Marine Le Pen persistera dans cette voie ou si elle continuera d'essayer de lisser son profil et si elle s'alignera davantage sur Giorgia Meloni que sur son allié, et son allié étant Matteo Salvini, qui reste, lui, délibérément anti-européen, anti-OTAN et pro-russe. Donc on va avoir cette confrontation très très vite après le scrutin, puisque une des choses majeures qui va se poser, encore une fois dans l'hypothèse du Rassemblement national, c'est le champ de prérogatives présidentielles. Est-ce qu'il sera préservé? Si oui, à ce moment-là, sera validé ce que Emmanuel Macron a dit au président ukrainien, Zelensky, en disant non, on ne va pas changer. En gros, je reste en contrôle de la stratégie, donc notre alliance ne changera pas. Ou bien est-ce que, au contraire, le président sera contraint par une nouvelle majorité et la France changera de cap? C'est vraiment le problème majeur et c'est un des grands enjeux du scrutin. Et de ce point de vue-là, je pense que, dans l'hypothèse que j'évoque, on ne mesure pas aujourd'hui l'onde de choc que cela provoquera, non seulement à l'intérieur du pays, mais à l'extérieur et notamment dans l'Union européenne. Il faut rappeler que l'Union européenne, sans la France, c'est peu de choses. La France, sans l'Union européenne, c'est peu de choses. Et il faut toujours rappeler cette réalité. Un président de la République, en France, ça n'est pas seulement le président de la République française, c'est le coprince d'Europe. Et cette charge-là, ça suppose qu'on reste européen, ce qui n'est pas le cas du Rassemblement national, qui a quand même une thématique et une attitude anti-européenne. La première mesure qu'il demande, c'est de réduire, voire de supprimer la contribution financière française à l'Union européenne. Ça veut dire, de facto, on sort du système européen. Donc tout cela, pour le moment, on ne peut que l'évoquer, sans trop savoir quelle sera la direction qui sera prise. D'abord, il faut attendre que les Français aient voté au premier et au second tour pour voir quels seront les contours de la nouvelle majorité. Et ensuite, de voir s'il y aura vraiment ce divorce attendu ou si les choses se régleront autrement. Alors évidemment, le RN est aux portes du pouvoir, vous l'avez dit. Les derniers sondages montrent quand même un léger affaissement du Rassemblement national dans les intentions de vote, même si les sondages pour ce type d'élection sont à prendre avec des pincettes, puisque ce sont des scrutins uninominaux à 2 tours, 577 scrutins, mais on voit quand même une légère baisse du FN, on voit une légère progression de la gauche justement qui a réussi à s'entendre la semaine dernière autour d'un programme commun, de mesures communes, et sous l'impulsion des sociodémocrates, en particulier du Parti socialiste, on a eu des prises de position claires sur l'Ukraine. Vous les avez lues, Jean-Marie, est-ce que vous êtes satisfait? Oui, elles sont c'est beaucoup plus clair pas qu'avant. seulement sur l'Ukraine, mais aussi clair sur l'antisémitisme et sur la guerre que mène Israël, et donc sur la nature terroriste du Hamas aussi. C'était évidemment très important pour eux. En effet, à la fois les socialistes, les écologistes, et y compris aussi le secrétaire du Parti communiste français qui était aussi sur cette position. Mais je pense pas que ce soit l'actualité. Je pense pas que la gauche soit en situation d'obtenir une majorité. Donc le problème de la gauche, ce sera d'être forte à l'Assemblée nationale, de façon à incarner une opposition forte au régime qui s'installera et qui sera dominé par le Rassemblement national. Car pour le moment, le groupe central que pilote l'actuel Premier ministre Gabriel Attal est en 3e position et les sondages ont été, s'agissant de l'élection européenne, particulièrement fiables. Il n'y a pas de raison de penser qu'aujourd'hui il se trompe. C'est vrai que la transposition dans 577 circonscriptions est difficile, mais en même temps, raisonnons de façon presque caricaturale. 2017, premier tour, Emmanuel Macron fait 31%. Second tour, majorité absolue. Là, aujourd'hui, ce qui se profile, c'est un Front National à 33%, 33-34%. Comment échapper à la majorité absolue? En même temps, il peut se passer des choses en 8 jours. En même temps, une plus forte participation peut être avoir des aspects différentiels qui n'apparaissent pas pour le moment, mais qui peuvent surgir. Donc, tant que le vote n'est pas intervenu, on ne peut pas non plus donner de certitude. Mais on peut quand même se situer dans ce qui apparaît aujourd'hui comme une forte probabilité.
Alors justement, à propos de la mobilisation, un mot sur un papier de Grand Continent, ce site géopolitique qui a fait une étude justement des participations, différentes participations européennes. On a vu que le camp du Rassemblement national était très mobilisé, plus de 80% des électeurs mobilisés, beaucoup plus que le centre macroniste et les socialistes et la gauche. Donc il y a un réservoir de voix qui est plus important pour la gauche et le centre que pour le RN. Donc effectivement, on peut avoir des surprises par rapport aux résultats des européennes. Alain, je voudrais revenir sur les mesures de gauche, sur le programme de gauche. De ce que vous avez lu, comment il se positionne par rapport à l'Union européenne et par rapport aux institutions européennes? Écoutez, il y a un bloc qui est radicalement pro-européen. C'est tout ce que le Parti socialiste comprend encore de sociodémocrate. Il y a un bloc qui est aussi pro-européen, c'est ce que représente la sensibilité que représente Raphaël Glucksmann. Et dedans, je mets aussi d'ailleurs les écologistes qui sont aussi dans cette sensibilité-là, qui est une sensibilité qui n'est pas tellement différente de celle du centre. Si on prend l'hémicycle européen du centre, qu'il s'agisse du MoDem ou je ne sais plus sous quel sigle le centre se rassemble à l'Assemblée nationale. Donc voilà, vous avez toute cette partie-là de la gauche. Et puis vous avez une autre partie de la gauche, celle qui influence en partie le programme, ou au moins ce qu'on en connaît, du Front populaire, du nouveau Front populaire, qui, elle, n'est pas pro-européenne, qui, elle, veut changer les traités européens. Mélenchon n'a cessé de le dire, les chefs de la NUPES n'ont cessé de le dire. Nous voulons changer les traités européens. Bon, ils sont à peu près les seuls dans les 27 en ce moment à vouloir changer les traités européens, même si on peut concevoir que ce n'est pas être anti-européen que de réclamer de changer les traités européens. Mais là-dessus, ils sont minoritaires. Ensuite, ils peuvent, je ne sais pas, nous verrons quel est véritablement le programme, mais ils peuvent prôner, si vous voulez, un volume de dépenses publiques incompatible avec l'euro. Alors, il ne faut pas croire, là non plus, ce que l'on dit souvent à l'extrême gauche sur le carcan des 3% de l'euro. La plupart des grandes monnaies qui sont des devises internationales, qu'il s'agisse du yen, de la livre britannique, la livre sterling ou du dollar, se fixent aussi sensiblement ces 3% de déficit des finances publiques. Parce que si vous en sortez, eh bien, vous êtes sanctionné par les gens qui souscrivent aux emprunts, qui achètent la dette et qui considèrent qu'à ce moment-là, ils prennent des risques. Si les finances publiques commencent comme ça à sortir d'un cadre autour de 30 à 5%, si vous voulez, eh bien, à ce moment-là, vous êtes sanctionné par les marchés. Les gens qui achètent votre dette vont demander un taux d'intérêt plus élevé que vous devrez rémunérer. Quand je dis vous, Christophe, c'est vous, le contribuable Caron, qui devra payer beaucoup plus cher dans le budget de l'État français le coût de la dette française. Et donc là-dessus, il faudra voir si ce programme de dépenses publiques est compatible ou non avec le maintien de la France dans l'euro. Bon, voilà, après, il y a des possibilités beaucoup plus souples que ce qu'on imagine. D'ailleurs, en général, dans les règles budgétaires, elles sont moins contraignantes, les règles budgétaires de la zone euro, qu'on ne l'imagine. Mais là, je vois effectivement une sensibilité qui n'est pas pro-européenne. Je vois également une sensibilité internationale dans une partie de la coalition du nouveau Front populaire qui est ouvertement pro-russe, pour ne pas dire anti-ukrainienne, et qui dénonce tout ce qui ressemble, c'est leur terme, qui dénonce l'occidentalisme. Et donc là, on cultive comme ça une culture, une politique, des orientations sur la scène internationale qui ne sont pas celles du Parti socialiste ou des sociodémocrates, si vous voulez. Là, c'est un problème au sein de l'Europe aussi à ce moment-là. Mais enfin, comme disait Jean-Marie, on n'en est pas là. Pour le moment, et pour revenir à notre conversation du départ, vous avez une nouvelle alliance entre la Corée du Nord et la Russie à un moment précis de la conjoncture internationale où le bloc occidental tangue singulièrement parce que la France, parce qu'il se passe en France, peut vouloir dire 3 années de chaos, de déséquilibre politique ou d'inaction politique. Donc la France faible, c'est l'Europe faible, comme le disait Jean-Marie. Et enfin, vous avez la semaine dernière Trump qui insulte Zelensky et qui dit qu'en 24 heures, il arrêtera l'aide américaine à l'Ukraine. Donc le bloc occidental, il tangue singulièrement au moment où Vladimir Poutine scelle son alliance avec un régime voyou en Corée du Nord. Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre édito chaque semaine dans Le Monde et sur lemonde.fr, et cette semaine, vous évoquez le cas israélien.
Oui, le cas israélien et le sentiment, si vous voulez, que l'opération israélienne à Gaza ressemble un peu à une bourde politico-stratégique de même nature. Évidemment, il faut se méfier des comparaisons historiques, elles ont leurs limites, mais de même nature que celle qui a consisté pour les États-Unis en 2003 à aller occuper l'Irak. Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre participation à l'émission Politique le jeudi aussi sur France 24 et bien sûr votre podcast Mémoire d'un monde trouvable sur la page Slate, sur Apple Podcast, Spotify et toutes vos applications de podcast préférées. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Merci Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.